éblouis. Nous regardions, par la fenêtre de la tchaïkana de bois, le désert interminable qui s'étendait devant nous. Toujours et partout, le désert. Ces grands espaces n'étaient pourtant pas inhabités. Au fil des siècles, ils avaient vu passer les caravanes qui montaient vers le nord jusqu'à la mystique Samarcande, au-delà du fleuve Amoudaya, qui marquait la frontière. Derrière ce désert, Blanche, c'est la Russie. Ce sont les mêmes hommes qui vivent de l'autre côté, les frères de ceux-ci, et pourtant on en a fait des étrangers les uns pour les autres. On ne traverse plus maintenant. J'avais parlé doucement, pour ne pas troubler le spectacle grandiose que nous avions sous les yeux. Les ruines de la vieille cité de Balkh semblaient s'endormir dans les feux du crépuscule, d'un sommeil légendaire et sacré. La tradition voulait que Balkh soit la mère de toutes les villes de la terre, et qu'elle ait accueilli Iskander, Alexandre le Grand, dans ses voyages fabuleux. Je racontais l'histoire à Blanche, l'histoire majuscule et irréductible de cette province traversée par les invasions et qui toujours avait su résister aux oppresseurs. C'est ainsi que la jeune fille crut discerner dans les ombres du soir des suites d'hommes et de bêtes qui traversaient l'horizon, comme guidés par une étoile ou une force de l'autre monde. Tu sais, ici, il y a toujours eu des guerres, mais il y a encore des hommes. C'est un espoir. Blanche observait une petite caravane qui arrivait, lentement, pour passer la nuit avant de descendre vers le sud, sans doute vers la région des Grands Lacs, dans la province du Vardak. Quelle mystérieuse cargaison portaient ces chameaux sages et inquiétants qui se dessinaient sur le ciel ? Nous ne le saurions sans doute jamais. Cependant, j'étais sûr que dans les villages les plus inaccessibles de l'Hindoukouche, où les camions n'arrivaient pas, on trouvait tout ce dont on avait besoin. Ni les montagnes, ni le froid, ni l'aridité du pays n'étaient parvenus à vaincre l'opiniâtreté des hommes. Les marchandises voyageaient ici aussi vite que les nouvelles. On savait d'un bout à l'autre ce qui se passait à Kaboul ou à Kandahar, aussi sûrement que si les journaux étaient parvenus jusqu'à ces lointains reculés. Il y avait toujours du monde sur les pistes. Il était pratiquement impossible de voyager seul. Il se présentait, au dernier moment, un compagnon de route qui décidait d'aller rendre visite à un parent qui habitait dans la direction où vous alliez. Les routes du Nord étaient les plus fraternelles que j'ai jamais parcourues. La caravane était maintenant arrêtée près d'un mur, derrière ce qui semblait être un caravansérail, et les chameaux, libérés de leur charge, repliaient leurs pattes avant de se coucher contre le rempart d'argile qui les protégerait du vent froid du désert pendant la nuit. Les ballots étaient entassés à l'entrée de ce qui pouvait être une bergerie, où les hommes de la route dormiraient après la veillée. Nous sentions, Blanche et moi, que nos rêves se touchaient et communiquaient dans un espace particulier, impalpable et indicible. Mais nous n'osions rompre la magie. Ce spectacle nous entraînait loin de tout, d'ici et d'ailleurs, pour nous projeter vers de mystérieuses enfances sillonnées par des nomades et des guerriers vengeurs qui sabraient dans l'aventure et s'endormaient le soir auprès des fées ou de nymphes sorties du roc ou du sable de la route. Tous deux, nous pouvions mesurer combien il est essentiel d'imaginer encore et toujours, jusqu'à l'heure soudaine et imprévue où le monde devient l'image rêvée. C'est à cette minute que l'on rencontre son pays.
Blanche regardait l'ombre gagner sur le désert en une avance inexorable. Elle semblait ne plus éprouver le besoin de bouger, comme si elle était enfin parvenue au bout d'une course commencée il y a longtemps, dans une autre vie. Le soleil d'automne basculait vite sur la ligne tremblante du paysage et la laissait là, captive des images et des bruits qui lui semblaient familiers. Les fantômes étaient loin, et loin les douleurs. Elle me remerciait de l'avoir entraînée vers ces confins du monde, même si les modalités du voyage pouvaient lui paraître étranges. Venir jusqu'ici, pour se sentir vivre, dit-elle, pour se sentir simplement exister, comme si tout le reste du temps passé ne m'avait pas toléré la plus petite seconde de ce privilège. Il y a dans tout cela quelque chose d'insensé, en même temps que tout se structure et s'organise, comme en dehors de moi, malgré moi, mais pour moi. C'est comme si le destin avait enfin décidé de me faire un cadeau tout simple. Mais c'est toi qui offres. Le sentiment que je suis sur ma route, je te le dois. C'est toi qui me donnes des rails, même si tu n'en as pas conscience. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est la guerre que nous nous livrons. Nous sommes des ennemis alliés, des complices déchirés par l'enjeu de la course et par le partage du butin qui est au bout. Ni toi, ni moi, si nous avons la vocation de l'amour, n'avons le sens du partage. Nous sommes prisonniers de nos impossibilités, ivres de notre néant. Dieu est ton néant. Le mien ne porte pas de nom. Le néant, c'est toujours quelque chose. Un travesti qui court sous les déguisements qu'on lui donne. Soudain, elle me toucha la main. Près de la fenêtre se tient une petite fille qui peut avoir 6 ou 7 ans. Elle ne dit rien, elle est mal vêtue, et sous ses haillons, elle cache maladroitement un bras atrophié. Elle reste là, silencieuse, la main droite tendue en un geste volontaire, la paume ouverte. Avec les yeux, il semble qu'elle dise « Donne, toi qui peux donner, même si ça te coûte. Surtout si ça te coûte. » Je sais qu'à Kaboul et dans les grandes villes, la mendicité est une institution très organisée. Et j'ai toujours refusé de donner quoi que ce soit aux professionnels de l'aumône. Mais ici, tout est faussé. Il n'y a plus de repères tangibles, plus de loi. Il y a des humains qui vivent, qui passent, qui meurent dans un monde inconnu et qui se moquent des contrastes. D'un côté, le désert éternel, et de l'autre, la misère éternelle. Et ce soir, il y a 2 êtres immobiles à une table, silencieux comme des juges, et qui font face à un enfant, et qui font face à l'éternité. La fillette a piqué son regard noir dans le mien et ne me quitte plus. La main est toujours tendue, l'autre bras toujours caché. Je me demande si elle va le montrer pour forcer davantage la tristesse qui s'est emparée de nous. Le monde est en train de nous remettre à notre vraie place. Il y a finalement peu de différence entre nous et ces touristes américains que nous avons vus à Kaboul et que nous méprisons tant.
Cette fillette est venue nous dire que nous ne sommes pas d'ici, que nous ne serons jamais des habitants du désert, et que le pays des hautes solitudes n'est peut-être pas fait pour nous. Une enfant pourrait-elle se tromper? À moins que ce ne soit une nouvelle imposture, un nouveau piège tendu par le hasard pour semer le doute dans nos esprits. Le temps s'accélère et ralentit tout à la fois, et l'enfant est toujours immobile devant nous. L'homme de la Tchaïkana s'est arrêté dans ses travaux et regarde maintenant la scène d'un œil attentif et inquiet. Peut-être connaît-il la petite? Peut-être même est-il son complice ou son maître? Je ressens confusément une honte à envisager tout l'envers de ce que je vois, à salir une réalité qui vient nous délivrer un message que je suis impuissant à interpréter. Rarement la honte reste la honte. Toujours très vite elle se mue en douleur. Maintenant, la douleur est sur nous. Elle nous tient et ne veut plus nous lâcher. C'est peut-être l'épervier du Bouchkachi qui a enfin trouvé sa proie et qui referme ses serres dans le soir. Blanche s'est renfermée dans un silence qui devient de plus en plus lourd et qui semble la blesser quelque part dans la poitrine. Comme il faut bien choisir entre deux éternités, je fais un geste vers ma poche et en retire quelques afghanis. Je me lève et m'avance. L'enfant n'a toujours pas bougé. Je dépose l'argent dans la petite main. Je voudrais faire autre chose, faire plus, faire autrement. Mais je ne peux rien, et je me dis que personne ne peut rien. Nous sommes dans le pays des mouvements ultimes, le pays où l'on se perd lorsqu'on y vit trop longtemps. Alors, je paie, j'acquitte un droit, puis je me retourne vers Blanche, des larmes plein les yeux, une fois encore, et laisse s'échapper l'enfant dans la pénombre. On entend les petits pas décroître, des pas qui amènent avec eux, dans la nuit, et pour longtemps semble-t-il, la paix de la mer, des villes.